Bonjour. Alors, dans cette partie, on va parler des liaisons intermoléculaires. Alors, les liaisons intermoléculaires, c'est des liaisons qui sont entre les molécules. Alors, je vais tout d'abord partager avec vous le diapo. Voilà. Alors, bien sûr, quand je dis entre molécules, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, il se fait. On va juste activer la diapo à partir de là. Voilà. Les liaisons, elles se font entre les molécules. Alors, on va commencer déjà avec une petite introduction. Alors, pour parler des différents états de la matière, on sait que nous avons l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Alors, on va commencer par l'état gazeux, qui est un état où les molécules, elles sont très éloignées les unes des autres. C'est ce qu'on appelle un état dispersé ou désordonné. C'est un état qui est non condensé. D'accord? Les molécules ne se touchent pas, en principe. Et si je passe à l'état liquide, c'est que les molécules, elles vont cette fois-ci se toucher. Elles vont être en contact les unes des autres. Mais leurs mouvements vont être très limités. C'est un état qui sera condensé cette fois-ci. C'est un état compact, mais qui sera désordonné. D'accord? L'état solide, là, il y a moins de liberté. Ça veut dire que les molécules dans l'état solide, elles se touchent, elles sont moins libres dans leur mouvement. Et l'état, ça peut être un état qui est ordonné comme un état cristallin, comme le réseau cristallin, c'est-à-dire qu'il y a respect des distances entre les atomes, les distances interatomiques du système, de la structure, mais aussi on peut avoir un état, ce qu'on appelle un état amorphe, qui est un état désordonné, où il n'y a pas respect de la structure. Ça veut dire que tu trouves une distance ici d'une certaine valeur, ailleurs tu trouves autre chose, c'est-à-dire il n'y a pas de respect dans l'enchaînement de la structure. D'accord? Donc, mais ça reste quand même un état où il y a moins de liberté. La transformation gaz liquide solide, c'est un approchement des molécules, ça veut, de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer du gaz où les molécules ne se touchaient même pas, elles ne sont pas en contact les unes aux autres, à un système ou un état où les molécules se touchent. Et pour après, bien sûr, passer le solide, là, c'est un approchement des molécules de plus en plus. Ça veut dire que nous avons diminution de leur mouvement, c'est-à-dire des mouvements des molécules. Et on sait que l'énergie cinétique qui est reliée au mouvement des molécules, elle va diminuer par conséquent. Ça veut dire que passer d'un état gazeux à un état liquide, puis à un état solide, ça veut dire diminuer le mouvement des molécules, puisque les molécules vont s'approcher les unes des autres, et ça veut dire qu'il y aura une diminution donc de l'énergie cinétique. Mais seule l'énergie ou la diminution de l'énergie cinétique, elle n'explique pas cette transformation gaz, liquide, solide. Ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en cause, qui sont en cause. Il doit donc exister un autre facteur, en plus de l'effet de la température, et justement, c'est les liaisons moléculaires. Ça veut dire les liaisons qui sont entre les molécules, dans les liquides et dans les solides, qui sont à la base de ces transformations. D'accord? Alors, il existe, et c'est là on commence les liaisons moléculaires ou les liaisons intermoléculaires. D'accord? Il existe deux types, c'est Van der Waals, les liaisons de Van der Waals et la liaison hydrogène. Quand je dis la liaison ou les liaisons hydrogènes, parce que les liaisons hydrogènes, il y a deux types aussi dans les liaisons hydrogènes. On verra tout à l'heure. Alors, on commence par la liaison ou les liaisons de Van der Waals. Il faut savoir qu'il y a trois types d'interactions.
il y a les forces d'orientation, il y a les forces d'induction, il y a les forces de dispersion. On va détailler chaque type de force. On commence par les forces d'orientation. Alors, les forces d'orientation qu'on appelle également les forces de Keeson. Alors, ces forces, comment est-ce qu'elles sont déjà? Comment est-ce qu'on peut les définir? Quand est-ce qu'elles existent? Alors, ces forces, elles sont dues à l'interaction entre les molécules qui possèdent ce qu'on appelle un moment dipolaire permanent. On a déjà vu ça lorsqu'on a fait la théorie des orbitales moléculaires. On avait travaillé avec le système AB. On avait parlé du moment dipolaire qu'on avait nommé ou noté mu. Hein, c'était lorsqu'on a fait l'étude de la molécule pas HF, mais LI, je pense LIF, un truc comme ça. L'essentiel, c'est qu'il y avait un halogène et je pense l'hydrogène. Je pense que c'est ça. Alors, ces forces d'interaction qui sont donc qui existent lorsqu'il y a un moment dipolaire permanent. Ce sont des forces, bien sûr, d'attraction électrostatique, ça va de soi, puisque c'est issu de l'existence d'un moment dipolaire permanent. Et ça entraîne ce qu'on appelle une orientation des molécules, puisque le moment dipolaire, il est orienté, le moment dipolaire. Et donc, ça va donc, ces forces d'attraction, elles vont, ou ces forces d'interaction, d'orientation, elles vont entraîner une orientation des molécules. On prend un exemple pour que ça soit mieux compris. Le butane, qui est constitué de 4 atomes de carbone et de 6 atomes d'hydrogène, et ici 6, ça fait 8, 10 atomes d'hydrogène. Ça, c'est le butane. On prend l'acétone qui possède la formule CH3COCH3. Alors, ces deux molécules, elles possèdent la même masse molaire. D'accord? Mais les températures de fusion, parce qu'on est en train de parler justement des températures, des transformations gaz, liquide, solide. Les températures de changement d'état, elles sont très différentes. Regardez les températures que nous avons. Pour le butane, la température, elle est de fusion, c'est-à-dire passage du solide liquide, elle est de moins 138 degrés C, alors que celle pour passer d'un liquide à un gaz, au gaz, elle est de moins 0,5 degrés. L'acétone, c'est moins 95 degrés C, et la température d'ébullition, elle est de plus 56 degrés C. Les températures, elles sont très différentes alors que la masse molaire, elle est la même. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'existence, justement, des forces d'orientation. Ça veut dire l'existence d'un moment dipolaire permanent pour l'acétone, parce qu'elle est, c'est une molécule qui est orientée. Et si elle est orientée, ça veut dire que les valeurs au niveau des températures de changement d'état, elles vont être différentes par rapport à celles du butane. Donc, les forces d'orientation, elles existent dans l'acétone et c'est ce qui a donné des températures de changement d'état différentes de celles du butane qui n'a pas justement ce moment dipolaire permanent. Alors, on passe au deuxième type de force, c'est les forces d'induction, qu'on appelle aussi les forces de Debye. Vous vous rappelez, on avait parlé de Debye, c'était lorsqu'on avait fait aussi l'unité du moment dipolaire. On avait parlé de l'unité, c'était le Debye et le symbole, c'était D. Alors, ces forces d'induction, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à l'interaction entre une molécule polaire qui a déjà un moment dipolaire et une molécule non polaire. Ça veut dire quoi? Je prends le schéma. Nous avons une molécule qui possède un dipôle. Regardez, la molécule ici, vous avez là, elle est polarisée. Ça veut dire que c'est une molécule qui est déjà polaire. Et il y a, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Alors, on va l'expliquer
d'une façon très simple. Regardez cette molécule qui possède un moment dipolaire. C'est une molécule qui est polaire. La molécule polaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée autour d'elle un champ électrique. Dans l'action, qu'est-ce qu'elle fait cette action? Elle engendre une polarisation. Elle entraîne une polarisation des molécules non polaires avoisinantes. Ça veut dire que ce champ magnétique, qui est créé, ce champ électrique qui est créé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va polariser, on va dire, les molécules qui ne sont pas polaires. D'accord? Les molécules qui sont voisines et qui ne sont pas polaires, elles vont être polarisées grâce à ce champ électrique qui a été créé grâce à quoi? Grâce au moment dipolaire de la première molécule qui est polaire déjà. Donc, la molécule polaire, elle crée autour d'elle un champ électrique qui va polariser les molécules non polaires et il s'exercera quoi, Dexter? Il s'exercera une force d'attraction entre les molécules. Donc ça, c'est la molécule de départ qui possède un moment dipolaire au départ, permanent. Et l'autre, c'est le dipôle qui est induit. Ça veut dire qu'il a été polarisé grâce à cette molécule. Et là, on a l'attraction plus-moins normale entre les molécules. Ça, c'est ce qu'on appelle les forces d'induction. Ça veut dire que c'est par induction que nous avons pu avoir dès que la polarisation des molécules non polaires. L'exemple ici, c'est l'argon. L'argon et les molécules d'eau, l'hydrate d'argon. On peut avoir justement l'attraction entre ces molécules grâce à quoi? Grâce à l'existence de molécules polaires qui va polariser les autres grâce à la création d'un champ. Et puis, il y aura l'attraction et j'aurai donc l'argon qui sera entouré de plusieurs molécules d'eau. Le troisième type, c'est les forces de dispersion, qu'on appelle aussi les forces de London. L'expérience, elle montre qu'à une température très basse, même les gaz rares et les molécules non polaires, elles deviennent liquides puis solides, malgré qu'ils soient dépourvus, ça veut dire qu'ils n'ont pas de moment de permanent. Ça veut dire qu'il y a un troisième type d'interaction qui intervient. Et donc, pour l'expliquer, il faut l'expliquer d'une façon instantanée. Ça veut dire, un instant T donné, le nuage électronique moléculaire dans ces composés qui sont déjà qui existent là, dans ces molécules-là, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se déformer. Et lorsque ce nuage électronique se déforme, on a déjà vu ça dans l'étude de HF, je pense. Qu'est-ce qui fait cette distribution lorsque cette molécule, ce nuage électronique se déforme? Il donne naissance à ce qu'on appelle une naissance de quoi? Une distribution des charges dans l'espace. Ça veut dire que la distribution de charges, elle va être différente. Et donc, du coup, on va avoir l'existence d'un dipôle résultant qui est non nul. Donc, un moment qui sera dipolaire instantané. Ça veut dire l'instant T, à un instant donné, il y aura cette déformation du nuage électronique moléculaire. Et c'est cette déformation qui va donner naissance à cette distribution de charge qui est différente, qui n'est pas la même, et qui va donner donc la naissance de dipôle qui est non nul, résultant non nul. Et c'est un moment dipolaire instantané qui est non nul. Ce moment dipolaire instantané, qu'est-ce qu'il va faire aussi? On va faire la même chose que tout à l'heure. Il va créer, il induit un autre moment dipolaire dans les molécules voisines. Ça veut dire qu'il va les polariser. Et bien sûr réciproquement, ce qui va entraîner une interaction entre les deux dipôles. Et donc du coup, on aura, donc là, je reviens juste en arrière.
l'existence, là, les molécules qui ne sont pas polaires, genre H2, N2, Cl2, I2, ainsi de suite, on a dit que un instant T, un instant donné, le nuage électronique de ces molécules, il se déforme. Lorsqu'il se déforme, il donnera une distribution de charge qui est une naissance, une distribution de charge qui est différente dans l'espace. Ça veut dire qu'il y aura l'existence d'un moment, donc d'un dipôle qui sera non nul, à un instant donné. Et si j'ai un dipôle non nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer lui-même un moment dipolaire instantané mu2 dans les molécules voisines. Ça veut dire qu'il va les polariser. Et j'aurai donc l'interaction entre les deux dipôles ou tous les dipôles que j'ai. Et ce qu'il faut retenir pour ces forces de dispersion, qu'elles sont dues, ces forces, c'est une interaction qui est due par la création donc d'un moment dipolaire instantané, ça veut dire un instant donné, qui crée aussi un moment dipolaire instantané induit par le premier dans les molécules avoisinantes, ce qui entraîne une sorte d'interaction entre les molécules. Et la remarque qu'il faut surtout retenir, c'est que ce phénomène, il est général et il existera dans toutes les molécules, qu'elles soient polaires ou non. Ça existe même dans le cas des molécules polaires, bien sûr. Si elles sont polaires, ça veut dire à un instant donné, ce moment dipolaire, il va créer un autre moment dipolaire qui va polariser les autres, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est une force, ou c'est des forces de dispersion, et elles vont exister tout le temps. D'accord? Donc, les forces de dispersion, elles existent toujours, elles accompagnent toujours les forces qu'on a citées, les deux types de départ, à savoir l'orientation et l'induction. Donc, ces forces de dispersion, elles existent tout le temps. Alors, on va le voir dans ce tableau-là. Ce tableau, vous avez l'argon, vous avez les trois hydracides ici, HCl, brome, iode. Nous avons le moment dipolaire des différentes molécules. Nous avons les masses molaires ici. Et là, les valeurs des forces d'orientation, d'induction et de dispersion. Et là, c'est le total de ces énergies. Alors, si on regarde bien ce qu'on a, on voit bien que déjà l'argon, c'est non polaire. Ça veut dire que la seule force qui va exister, et qu'on a dit tout à l'heure, c'est la force de dispersion. Bien. Pour les trois hydracides, nous avons, regardez bien, lorsqu'on parle d'orientation et d'induction, ça veut dire que c'est des forces qui existent grâce à quoi? Grâce au moment dipolaire. Donc, pour les trois hydracides, nous avons des moments dipolaires. Donc, ces forces, elles doivent exister automatiquement. Mais comment est-ce qu'elles évoluent? On voit bien que les forces d'orientation et d'induction, elles augmentent avec l'augmentation du moment dipolaire. Et ce qui est normal, puisque c'est le moment dipolaire qui est à leur origine. Je vois bien que pour l'iode Hi, nous avons un moment dipolaire de 0,38. Je passe à HBr 0,78. Après, je passe à 1,03 pour HCl. Si je regarde les forces d'orientation, je vois que ça varie, que ça augmente dans le même sens. Ça va de 0,02 à 3,3. Pour l'induction, de 0,11 à 1. D'accord? Alors, troisième point, c'est la force de dispersion, qui est toujours la plus importante, et ça, on le remarque, car elle augmente avec la masse molaire. On voit bien que pour Hi, nous avons la force de dispersion qui est de 25,83 kJ par mol. C'est la plus élevée puisque la masse molaire de Hi, c'est la plus élevée par rapport aux autres. Et là, on fait le total. Là, c'est 8,5 puisque pour l'argon, il n'y a que la force de dispersion. Pour
le HCl, on fait la somme des 3. La même chose pour les 2 autres hydracides. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ces énergies, on voit bien que ces énergies de liaison, elles sont de faible valeur. Ça reste toujours très faible. Alors, on passe au deuxième cas, c'est la liaison hydrogène. Donc là, on a parlé des liaisons de Van der Waals, les 3 types de liaisons de Van der Waals. C'était donc l'induction, l'orientation et bien sûr dispersion. Et là, on part à la liaison hydrogène. Alors, la liaison hydrogène, par définition, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un atome d'hydrogène qui est déjà lié par covalence à un atome A, très électronégatif, genre ici le fluor, oxygène, azote, possède encore, je dis bien, il possède encore une certaine capacité de liaison qui permet de l'engager dans une autre liaison faible avec un autre B, atome B, très électronégatif et possédant une paire libre. Traduction. Je n'ai pas d'exemple ici, mais je vais le donner tout à l'heure. Ça veut dire que là, la liaison hydrogène, bien sûr, elle est d'origine électrostatique, normale. Elle peut être soit intermoléculaire ou intramoléculaire. Inter, ça veut dire entre les molécules. Intra, c'est au sein de la même molécule. Alors, la liaison hydrogène intermoléculaire, ça veut dire liaison hydrogène entre molécules. Regardez bien l'exemple ici du HF liquide. Vous avez HF liquide, et là je reviens à la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Nous avons le fluor qui est là, ou là. Alors ce fluor-là, qui est au centre, bien sûr j'ai une orientation, puisque c'est un delta moins, delta plus, puisque le fluor est très électronégatif. On a dit que ce fluor qui est très électronégatif, hein, il est lié par liaison covalente ici à l'hydrogène, mais il possède encore une capacité pour faire une autre liaison, on va dire. C'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce fluor, il s'engage encore avec cet hydrogène qui est à droite. D'accord? Qui est déjà dans une liaison avec le fluor. La même chose de l'autre côté. Nous avons ce fluor qui s'engage avec cet hydrogène et qui peut s'engager avec un autre hydrogène de l'autre côté. L'autre cas ici, on peut avoir un système comme celui-là, un système carré ici. Vous avez le fluor lié à l'hydrogène et qui peut encore être lié à l'autre hydrogène par liaison hydrogène qu'on appelle intermoléculaire. On a l'exemple de l'eau liquide aussi. Hein? Même chose, nous avons l'oxygène qui est lié à l'hydrogène, hydrogène, mais il peut aussi s'engager avec l'hydrogène de l'autre molécule. D'accord? Il s'engage avec une autre molécule par liaison ici. La même chose pour cet oxygène. Il est déjà lié aux 2 hydrogènes et il s'engage avec une liaison je dis bien, c'est pour ça qu'elle est en pointillé, intermoléculaire. C'est une liaison hydrogène. Et on peut avoir, de même, comme tout à l'heure, une structure de ce genre. D'accord? Association, donc c'est une association par l'intermédiaire d'un atome d'hydrogène, d'où le nom de liaison hydrogène ou de liaison par pont hydrogène. Alors, une chose très importante, regardez ce tableau, nous avons la masse molaire, nous avons la température d'ébullition. Nous avons H2O, H2S, H2SE et H2TE. On voit bien que la masse molaire, elle augmente de H2O jusqu'à H2TE. Et on voit, regardez la température. La température ici, elle augmentait, elle va, regardez, si je passe de
de là à là, la température diminue. Elle diminue. Mais là, ça augmente. Alors, pourquoi ça augmente? Ça passe de moins 61 à plus 100. Alors, si on regarde la littérature, on voit pour H2O que nous avons le H2O qui est normalement à moins 65 degrés. Mais là, on a à plus 100. C'est à cause de quoi, justement? C'est à cause d'un autre paramètre qui est justement la liaison hydrogène. L'eau a une température d'ébullition élevée compte tenu de sa masse molaire. La masse molaire de l'eau, elle est petite. Elle est de 18 grammes par mol. Le point d'ébullition de l'eau, qui est déterminé par extrapolation en fonction de sa masse molaire, devrait être a priori d'environ moins 65 s'il n'y avait pas justement la liaison hydrogène. Mais parce qu'il y a la liaison hydrogène, c'est pour ça que la température de changement d'état, elle a augmenté. Et elle est passée de moins 65 à plus 100 degrés C. Parce que la liaison hydrogène, elle est très forte et pas facile à casser. Alors, liaison hydrogène intramoléculaire, c'est une liaison qui existe au sein d'une même molécule. Alors, lorsque les deux éléments électronégatifs qui encadrent l'hydrogène, ils appartiennent à la même molécule, il s'établit une liaison hydrogène intramoléculaire. C'est l'exemple de l'orthonitrophénol. Regardez, ici, la liaison hydrogène intramoléculaire, elle s'établit entre quoi et quoi? Entre l'oxygène qui est déjà lié dans le groupement NO2 et il y a une liaison hydrogène avec l'hydrogène qui est dans le groupement OH, alcool. Ça veut dire que l'oxygène, il est déjà engagé. Il établit une liaison hydrogène qu'on appelle intramoléculaire parce que c'est dans la même molécule. C'est pour ça qu'elle est appelée intramoléculaire. D'accord? Alors, la liaison hydrogène est notablement plus forte que les autres interactions de Van der Waals avec une énergie de 20 à 40 kJ par mol. Ces énergies restent bien sûr beaucoup plus faibles par rapport à l'énergie covalente qui vont de 200 à 400 kJ par mol. Donc, ça reste quand même des valeurs d'énergie qui sont faibles, très faibles par rapport aux autres types de liaisons, genre liaison covalente. Alors, un exemple, un exercice à faire, c'est la comparaison des températures d'ébullition des trois isomères du nitrophénol. Alors, l'orthonitrophénol, méthanitrophénol et le paranitrophénol possèdent des températures d'ébullition qui sont différentes alors que c'est des isomères qui possèdent la même masse molaire. C'est seulement la position des groupements ici nitro qui diffère. Alors, je vous donne la réponse. Vous essayez de comprendre le pourquoi. C'est juste la position plus, et ça, l'essentiel dans l'histoire, c'est de savoir pourquoi on passe de l'orthonitrophénol de 116 degrés C jusqu'à 201 pour la position para. La position para, c'est la position qui est en bas pour la position du OH. Vous avez le OH qui est en bas et le NO2 qui est en haut du cycle phénol. Et donc, il y aura justement, puisque c'est loin au niveau des liaisons hydrogènes intramoléculaires, il y aura des liaisons ici intermoléculaires. Et c'est pour ça que l'enchaînement, c'est-à-dire la chaîne, elle est difficile justement à faire passer parce que c'est l'ébullition du liquide au gaz. Donc, ça nécessitera plus de température. Et c'est pour ça que le passage, il se fait à une température plus élevée que les autres. Les autres, il y a des liaisons
qui sont intramoléculaires. Mais là, pour le para, il s'ajoute les liaisons intermoléculaires. Et c'est à cause de ça que la température, elle augmente, la température de changement d'état, bien sûr, de changement d'état. Alors, cette partie, donc, elle est pratiquement finie. J'espère que c'était facile à comprendre. J'espère qu'il y aura, qu'on aura quand même accompli notre travail, à savoir les différentes leçons, les différents chapitres à traiter. On a fait de notre mieux. J'espère que ça ira pour tout le monde, que ça marchera, Inch'Allah, pour tout le monde. Donc, je m'arrête là. S'il y a des questions ou des choses, des points non compris, n'hésitez pas, bien sûr, la partie conversation, à dire et à poser vos questions. Voilà, donc je vous remercie et donc bon courage pour la suite.